Comment lire concrètement le fact sheet d'un ETF? Aujourd'hui, tu as peut-être déjà fait tes premières recherches pour apprendre à investir en bourse et tu as trouvé cette fameuse solution, des ETF, où c'est vraiment une solution très simple, diversifiée, sans frais, ou du moins avec des frais qui sont vraiment optimisés. C'est vraiment la façon la plus simple de commencer à investir en bourse. Et tu as peut-être cette première problématique de te dire, mais ok, maintenant que je sais que je vais investir dans un ETF, par exemple S&P 500, eh bien, lequel je sélectionne littéralement? Parce qu'il en existe des dizaines, voire des centaines, que pour le S&P 500. Et là, tu as cette problématique de dire, ok, j'ai ETF 1, 2, 3, eh bien, lequel je vais concrètement sélectionner et l'incorporer dans ma stratégie de socle passif. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est finalement comment on apprend à lire le fact sheet d'un ETF. Tu vois que le fact sheet, c'est le document officiel qui est transmis par l'émetteur. Donc l'émetteur, c'est simplement l'entreprise, la banque qui va proposer ce panier d'actions. Eh bien, c'est simplement ce document sur lequel on va retrouver toutes les informations qui concernent l'ETF. Et l'objectif, c'est qu'on va lire ensemble. Je vais te montrer vraiment, je vais partager mon écran avec deux fact sheets complètement distincts pour vraiment voir, ok, quelles sont les informations que je vais devoir prendre sur ce document pour pouvoir comparer mon ETF 1 avec mon ETF 2, mon ETF 3 et in fine, du coup, prendre une décision et choisir concrètement quel est l'ETF que je vais pouvoir incorporer à ma stratégie de socle passif. Donc, juste avant qu'on commence à comparer vraiment les différents ETF, une chose que je voulais te montrer, c'est qu'il va falloir comparer des ETF qui font sens. C'est vraiment un point important. Je vais te montrer juste après les critères principaux. Il y en a deux. Et enfin, j'imagine que ça tombe vraiment sous le sens, les critères principaux qu'on va comparer. Et il y a également des critères secondaires. Tu verras pourquoi j'ai scindé un petit peu en deux, parce que finalement, les ETF vont avoir des, imaginons que tu aies deux ou trois ETF avec les critères principaux qui sont relativement similaires. Eh bien, pour donner un petit peu plus de profondeur à ta réflexion, on va dire ça comme ça, eh bien, il y aura quelques critères secondaires pour vraiment avoir la meilleure décision possible et avoir le plus de précision sur finalement ta stratégie en socle passif. Juste avant, c'est vraiment ultra important que ces critères, tu les mettes vraiment en perspective sur deux ETF qui se ressemblent. Dans l'exemple juste après, je vais te prendre un ETF qui est S&P 500 et un ETF qui est en Suisse. Si maintenant, de ton côté, quand tu veux choisir différents ETF, tu vas comparer les critères sur un ETF S&P 500, un ETF MSCI World avec un ETF pays émergent ou autre, et que tu regardes les frais d'un S&P 500 avec un ETF pays émergent par exemple, ou la performance, ça n'aura aucun sens, littéralement. Donc vraiment, c'est le point important par lequel je voulais commencer, c'est que tout ce qu'on va voir juste après, donc les critères qu'on va voir principaux, secondaires et les deux exemples que je vais te montrer, c'est vraiment pour prendre deux ETF qui suivent le même indice. Et c'est vraiment important de dire, ok, je vais prendre juste un indice, je sais que je vais suivre les 500 plus grosses entreprises américaines, j'ai 10, 15 ETF à disposition, j'ai déjà fait une présélection, et ensuite en deux trois ETF qui me paraissent intéressants, voilà les critères que je vais pouvoir littéralement prendre pour pouvoir choisir in fine un seul ETF sur le S&P 500. C'est vraiment important juste d'avoir ce point de vigilance en tête, de dire je vais comparer deux ETF qui suivent le même indice. Si tu suis deux indices différents, tu auras des frais, des performances qui seront forcément complètement différentes et ça n'aura aucun sens de les comparer vraiment avec ce que je vais te montrer littéralement. Donc les critères principaux, alors sans surprise, c'est vraiment déjà les frais et surtout le rendement. Alors le rendement, c'est pas forcément le rendement à proprement parler. Pourquoi? Parce que forcément deux ETF S&P 500, ils auront forcément un petit peu le même rendement. Maintenant, la particularité qui va vraiment nous intéresser quand on compare deux ETF, c'est surtout l'écart avec l'indice. Donc l'indice, c'est vraiment, on va rester concentré sur ce S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Eh bien, on va avoir notre ETF qui va faire une certaine performance et le S&P 500 qui va faire une réelle performance. Et notre objectif quand on sélectionne un ETF, c'est d'avoir la performance qui se rapproche le plus possible de l'indice. Donc quand on va comparer le rendement, ce n'est pas réellement le rendement qu'on va comparer, c'est plutôt l'écart avec l'indice. L'objectif, c'est qu'il soit le plus minime possible. Je te montrerai vraiment après sur le fact sheet comment ça se concrétise, où est-ce que tu peux aller chercher un petit peu l'information. Et les critères secondaires, ça va être la date de création de l'ETF. On va partir du principe qu'en fait, plus l'ETF est à un historique loin, donc plus il existe depuis 10, 15, 20 ans peut-être, et bien en fait plus il a été capable de survivre, on va dire ça comme ça, à des crises du style 2008, la crise des subprimes, quand énormément de monde ont retiré de l'argent des marchés, donc on voulu simplement retirer l'argent les liquidités du fonds, et donc l'ETF a été capable de survivre un petit peu à ce genre de mouvement de retrait. Parce que plus l'ETF va être récent, moins il aura, entre guillemets, un petit peu fait ses preuves. Donc, deuxième critère secondaire, ça va être le côté liquidité, donc qui rejoint un petit peu la date de création. Plus l'ETF aura un historique lointain, plus on va partir du principe qu'il est solide, et surtout plus il y a d'argent dans l'ETF, et bien plus on va partir du principe qu'il va être capable de survivre un petit peu à ces mouvements de retrait qui sont vraiment massifs lors de crises.
Un autre point important, et ça c'est plus vraiment spécifique aux investisseurs suisses, c'est le domicile du fonds. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce côté imposition. D'ailleurs, je t'invite à aller checker un petit peu sur la chaîne, il y avait une autre vidéo sur le côté impôt. Mais tu as deux niveaux d'imposition ici en Suisse. Il y a le L1 TW, le Level 1 with Tax Holding, un truc comme ça, et le Level 2. Et tu verras qu'en fonction du domicile du fonds, nous, en tant qu'investisseurs suisses, on n'a pas la possibilité de récupérer l'impôt sur le dividende qui a été prélevé. Donc c'est vraiment important pour nous, en tout cas en Suisse, d'être vigilant finalement au domicile du fonds de l'ETF pour optimiser un petit peu fiscalement au point de vue en tout cas des dividendes qui ont été versés par les entreprises au sein de l'ETF. Et finalement, le dernier critère, on va dire ça, c'est le dividende. C'est le côté, est-ce que le dividende est accumulatif, donc il va être réinvesti automatiquement par l'ETF, ou est-ce qu'il est distribuant, donc il va être redonné directement à l'investisseur. Et là, c'est plus en fonction de toi, ta stratégie et ton objectif in fine. Donc ici, si je te prends concrètement le fact sheet du S&P 500, donc d'un UBS, tu vois, c'est vraiment l'émetteur, hein, donc c'est l'entreprise, la banque qui va donner à disposition finalement ce ETF. Comment on va un petit peu déjà choper un peu les premières informations? Tu verras que chaque fact sheet, alors de manière générale, la construction d'un fact sheet est vraiment similaire, hein, c'est juste l'information ne sont pas forcément au même endroit, mais on trouve exactement les mêmes infos. On va partir exclusivement sur ce qui nous intéresse et ce qui est le plus pertinent. Tu vois qu'ici, on a juste un rapide descriptif de finalement que fait le TDF, hein, tout simplement. Donc, on voit qu'il répertorie, enfin, qu'il suit l'indice du S&P 500. Hein, l'objectif, c'est vraiment de reproduire cette performance du S&P 500 avec l'écart de la valeur nette. C'est ce que je t'expliquais juste avant, hein, c'est le minimiser l'écart. Et on a aussi, du coup, un ETF qui est hedgé. Pourquoi? Parce que du coup, il est libellé en dollars. Et du coup, nous, avec le franc suisse, il y a un risque de change au niveau de la conversion franc-dollar. Et donc, l'ETF va prendre en compte ce côté ce risque de change. Ici, les premières informations, donc on va voir forcément du coup le nom, hein, tout simplement de l'ETF, donc le UBS Core S&P 500 UCITS ETF. Et un autre élément qui va être important, c'est le code ISIN. Où ça, ce code, donc le IE ici, où tu vois qu'il est domicilié en Irlande, ce que je te disais juste avant sur le domicile du fonds, ici typiquement on voit que fiscalement, en tout cas pour un investisseur suisse, il n'est pas forcément optimisé, en tout cas au niveau il y aura un frottement fiscal au niveau des dividendes, parce qu'on ne pourra pas récupérer une certaine partie de la retenue à la source. Et de nouveau, je ne vais pas étayer là-dessus, je t'invite à checker l'autre vidéo que j'avais fait sur les impôts. Mais on voit du coup les domiciles en Irlande, puis ensuite les numéros et les chiffres que tu vois, enfin les numéros lettres que tu vois derrière, simplement le code qui identifie ce TF. De sorte à ce que tu tapes IE, la suite, dans ton courtier, dans un moteur de recherche ou autre, tu arrives exclusivement sur cet ETF. Ce qu'on voit ensuite qui peut être important, c'est du coup la date de lancement, où ce que je te disais, c'est du coup l'ETF existe depuis 2016. Donc il a un tout petit peu moins de 10 ans d'expérience, de vécu. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas connu, on va dire, une crise comme 2008, c'est vraiment l'exemple parfait, mais il n'a pas connu tout simplement ce type de crise où il y a eu des forts retraits en liquidité. Un autre élément, et ça c'était vraiment le point de comparaison qu'on voyait vraiment principal, hein, c'est le TER, le Total Expense Ratio. Donc, en fait, c'est les frais totaux qu'on va payer sur cet ETF, pardon, et c'est 0,06%, ce qui est vraiment ultra correct. Un autre élément ici qui pourrait être important, tac tac tac, après le reste un peu des informations, on voit typiquement pour les dividendes qu'il est à la distribution, on voit pour la distribution des dividendes, excuse-moi, qu'il est capitalisant, donc il va réinvestir automatiquement pour toi les dividendes à l'intérieur. Et ce qui nous intéresse à côté, c'est cette partie du coup performance, où ce qu'on voit ici, c'est donc ce que fait le fonds, et la ligne ici, c'est ce qu'on fait réellement l'indice, donc vraiment les 500 plus grosses entreprises américaines. Ce qui nous intéresse en général, on va partir du principe qu'on va essayer d'aller chercher l'information la plus lointaine possible. Donc là, en l'occurrence, il ne nous donne que 5 ans à disposition. Donc on voit que par année, l'ETF fait 13,62 alors que le fonds, donc l'indice plutôt, lui fait en l'occurrence 13,54. Donc on a un ETF qui fait légèrement mieux que son indice de référence. Du moins si on isole année par année. Et si on voit sur les 5 ans, il a fait un petit peu moins. Et donc on a juste cette légère distinction. L'objectif, c'est qu'on va comparer ETF1 avec ETF2, ETF3. C'est d'avoir le minime, on va dire l'écart minime possible, le plus petit possible. Ce qu'on pourrait voir en dessous encore, on a forcément du coup les top 10 des principales positions, donc sans surprise, voilà, Nvidia, Microsoft, Apple, donc c'est vraiment les 500 plus grosses entreprises américaines. On voit évidemment aussi du coup la répartition par secteur, et on a un petit peu plus bas, vraiment là c'est tout le côté du descriptif, du lexique un petit peu de l'ETF. Et là, c'est pas forcément. Alors, je t'inviterai évidemment sur chaque ETF à peut-être, s'il y a un terme qui n'est pas clair pour toi, à juste prendre connaissance. Mais c'est pas forcément les principaux critères qui vont nous permettre de comparer des ETF. C'est juste du lexique pour avoir une meilleure compréhension sur finalement les données qui sont données un petit peu plus haut. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment en fait qu'est-ce que suit concrètement l'ETF, le code ISIN, le nom de l'ETF, les frais, la date de création. Et il y avait aussi le côté, j'avais pas vu avant, tac tac tac, ici, fortune totale. Donc, c'est le côté liquidité. On voit qu'on est, alors du coup on est en millions, mais on a donc 1 milliard 745 millions de liquidités dans le fonds.
Et si je te prends par exemple un autre exemple, alors ici, alors c'est un autre exemple dans le sens où on n'est pas sur un ETF concrètement, on est sur un fonds. Donc on voit qu'on est du coup sur un fonds qui va suivre les entreprises en Suisse. Si on lit littéralement juste le petit, donc l'introduction un petit peu sur ce fonds, hein, on voit qu'on est sur des critères durables, écologiques, sociaux. Donc c'est ce qu'on appelle les normes ESG, hein, environnement, social, gouvernance. Donc on est sur un ETF en Suisse qui va plus mettre l'accent sur les entreprises qui ont ces bonnes notes, enfin une bonne notation ESG. Ce qu'on voit, alors tu vois qu'on n'a pas la même configuration, hein. Les informations restent les mêmes d'un fact sheet à l'autre, simplement que ici on a d'abord les informations de performance et simplement de performance, donc ici on a juste un graphique, puis ici on a le tableau, hein, où c'est exactement le même principe. Là on voit ce qu'a fait concrètement le fonds et là on voit concrètement ce qu'a fait l'indice, où on voit qu'on a 4,2 pour notre ETF, excuse-moi, c'est nouveau, c'est pas un ETF, c'est un fonds, c'est un fonds de gestion actif, hein, c'est ce qu'on voit, tac, juste ici, je me mets le pinceau, mais c'est vraiment un fonds de gestion actif et plus un ETF. C'est juste pour te montrer en fait que un fact sheet, que ce soit sur un ETF, un fonds de gestion actif, ça reste relativement similaire à lire. C'est juste pour, voilà, comment est-ce que tu peux le faire de ton côté pour vraiment avoir cette comparaison sur les différents ETF, fonds ou autres que tu vas vouloir sélectionner puis investir dans ta stratégie. Et on voit ici du coup l'écart avec notre indice de référence et l'objectif quand tu vas comparer deux fonds ou ETF qui sont en Suisse, qui respectent des normes ESG, d'avoir l'écart le plus minime possible, en tout cas du point de vue de la performance. Et si on regarde un petit peu plus bas, les frais, alors ils doivent être un peu par ici, j'imagine, parce que tu vois, on a les données du fonds. Donc tu vois, tout simplement, hein, les données qu'on avait ici, donc c'est un peu cette partie-là. Donc, elle était vraiment sur la première page, un petit peu sur la gauche. Ici, on a juste la première page, mais c'est au fond. Donc, vraiment, les informations, tu les retrouves exactement les mêmes sur n'importe quel fact sheet. C'est juste un petit peu l'organisation ou l'ergonomie, on va dire ça comme ça, du fact sheet qui change. Mais ce que je vais te montrer ici, c'est du coup le TER, donc le Total Expense Ratio. Et on voit qu'on est à 1,2% de frais annuels. Et c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment plus un ETF, c'est vraiment un fonds de gestion actif, où c'est littéralement indiqué, hein, ici, gestion active. Et ici, j'ai déjà fait de nouveau une vidéo un petit peu sur ces frais, mais en général, quand on va commencer à investir dans des fonds et on va favoriser des ETF, entre 0,03 et 0,5%, ça va être vraiment OK, on va pouvoir investir dedans, il n'y a aucun risque, enfin aucun comment dire ça, signaux d'alerte en termes de frais. Entre 0,5% et 1%, disons qu'il va falloir être vigilant. Les frais, des fois, ça se justifie en fonction de l'ETF que tu vas sélectionner, de l'indice que tu vas vouloir suivre. Ça se justifie, mais il faut être un petit peu vigilant. Et au-delà de 1%, et à mon sens, de nouveau, ça n'engage que moi, c'est vraiment red flag, faut s'éloigner. C'est des frais qui sont beaucoup trop élevés. Quand tu fais des calculs de coûts d'opportunité avec des intérêts composés sur le long terme, tu perds énormément d'argent. Et ce que je vais te montrer aussi, du coup, tu as de nouveau le code EASY ici. Donc on voit qu'il est domicilié en Suisse, hein, c'est le CH. De nouveau avec les lettres ici derrière, enfin avec les chiffres plutôt en l'occurrence, et bien tu peux voir typiquement sur ton broker en ligne, sur un moteur de recherche, tu peux retrouver exactement ce même ETF. On avait la date de création, j'ai vu juste avant, donc tac. Donc voilà, ça c'est la date de distribution, excuse-moi, c'est pas forcément la bonne date, c'était juste celle du plus haut, tac, 2001. Donc on voit qu'il existe déjà depuis bien plus longtemps et donc il a eu un certain, comment dire ça, pas expérience, mais il a quand même plus de 20 ans devant lui, donc il a survécu un petit peu à ces gros mouvements de marché alors qu'il y a eu des chutes, des baisses, des crises. Et d'ailleurs, on voit tac, patrimoine du fonds en millions, donc, mais en l'occurrence, là, du coup, ça fait 2 milliards. Donc, on a un petit peu plus d'actifs sous gestion dans ce ETF. Et sans surprise, du coup, vu que c'est un ETF en Suisse, du coup, on a les entreprises ici en Suisse, hein, Novartis, Roche, Sika, etc., Lonza, etc. On a également du coup le ratio de durabilité. Donc vu qu'on a vu, hein, que c'était un ETF qui était principalement sur les critères durables, écologiques et sociaux. Et on a aussi du coup tac 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 la diversification, pratique controversée. Donc, ça c'est plus de nouveau par rapport aux normes ESG, émissions de gaz à effet de serre. Donc on a de nouveau deux trois autres informations. Et alors tiens, c'est étonnant, il n'y a pas la diversification par secteur, par industrie, désignation, position. Ah, excuse-moi, ici, branche principale, j'étais passé à côté. Donc là, on a vraiment la diversification du coup par secteur, où on sait un petit peu comment on est diversifié par ETF. Donc voilà pour cette rapide vidéo sur comment est-ce que tu peux comparer, enfin comment tu peux déjà lire concrètement un fact sheet d'un ETF. Et vraiment l'objectif c'est de prendre deux ETF qui vont suivre le même indice, de prendre quelques ETF qui te paraissent déjà pertinents à ton sens, donc faire un premier filtre à ce niveau-là, et ensuite de concrètement prendre l'ETF et vraiment de pouvoir le sélectionner. Si maintenant, aujourd'hui, toi, ça t'intéresse de ton côté de rejoindre une communauté d'investisseurs en Suisse, donc tu vois ici, on a vraiment le groupe, on a vraiment que des salariés indépendants en Suisse, d'avoir vraiment un cours, un programme et vraiment un coaching individuel, aussi un coaching de groupe avec des lives, etc. Je te mets vraiment en description une vidéo qui te présente déjà un petit peu qui je suis, mon parcours, ce que je fais, vraiment la méthode que j'applique et que j'enseigne aussi derrière. Et tu auras l'occasion de réserver, alors s'il reste évidemment des places disponibles, une audit finance offerte où le but c'est vraiment de s'intéresser à ta situation
situation sincèrement de où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites mettre concrètement en place en termes d'investissement en bourse, et si oui ou non, déjà, je suis la bonne personne pour t'aider à le faire, et si ça fait sens pour toi aujourd'hui, du coup, de te faire accompagner à ce niveau-là. Je te laisse cliquer directement sur le lien en dessous dans la première description. Et si tu as une question ou autre, une suggestion d'une autre vidéo, évidemment, mettre en commentaire, je lis et je réponds avec grand plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine. C'était Jérémy. Ciao.